Bienvenue dans l'Étoile de Xena, une page enchantée. Ici, je t'invite dans un espace de développement personnel et de spiritualité, où l'on vient questionner, comprendre et mettre de la conscience sur ce qui se joue à l'intérieur de soi. Mon approche est psycho-spirituelle, ancrée et incarnée à la fois. Elle relie la compréhension du mental et l'écoute de notre intuition, à travers des prises de conscience nécessaires pour avancer sur son chemin. Ce podcast est un espace d'exploration, de clarté et de transformation intérieure pour celles et ceux qui sentent qu'il est temps d'aller plus en profondeur, avec justesse et lucidité. Aujourd'hui, nous commençons avec un nouveau livre pour cette année 2026, nouvelle saison des podcasts. C'est le livre Schizophrène, médium ou sorcière, un même chemin initiatique de Katia Maury-Évrard, publié aux éditions Aluna. J'avais envie de le lire depuis assez longtemps, mais j'ai vraiment reculé cette échéance au niveau de ce livre, tout simplement parce que si vous connaissez un petit peu mon histoire, et puis si vous avez déjà aussi écouté d'autres podcasts, vous savez que mon frère a été diagnostiqué schizophrène. Alors forcément, aborder ce sujet à travers un livre, ça a été pour moi un vrai défi émotionnel, même si je l'avais déjà fait, mais là il y avait autre chose dans ce livre et vous allez comprendre tout ceci en écoutant le podcast. J'avais tout simplement peur d'y retrouver certaines choses difficiles, de revivre des passages douloureux ou même d'être confrontée à une lecture vraiment trop violente, trop abstraite aussi, et j'avais cette crainte que ce livre vienne encore plus m'interroger sur ce diagnostic posé pour mon frère et sur ce que cela signifiait vraiment, et aussi bien sûr sur son départ, sur son décès, qui reste un grand bouleversement dans mon parcours et dans mon chemin initiatique aujourd'hui. Alors déjà pour commencer, je vous partage la première phrase qui m'a profondément marquée dans cette écriture. C'est peut-être pas la toute première du livre, mais c'est celle qui a résonné en moi dès le départ et, je vous la cite, « Ces fous-là n'ont pas une case en moins, mais une case en plus. » Et à partir de là, l'histoire prend vraiment toute sa dimension. Katia Maury-Évrard commence par retracer l'ambiance de son enfance et surtout la façon dont ses visions particulières lui donnaient accès à plusieurs mondes, à plusieurs dimensions. Mais tout cela formait pour elle une seule réalité, une seule unité, parce qu'elle vit avec au quotidien. Ce qui est frappant, c'est de voir comment elle a essayé de s'insérer dans le monde ordinaire, que je vais mettre entre guillemets ce mot, le monde finalement que tout le monde connaît, le monde de tous les jours. Elle a dû vraiment composer avec ses incertitudes, avec le regard des autres et surtout trouver sa place parmi les adultes alors qu'elle était encore qu'une enfant. Finalement, pour y arriver, elle a été obligée de mettre de côté une partie d'elle-même, d'abandonner certaines perceptions pour paraître normale comme les autres. Ce passage où elle parle de cette normalité m'a vraiment fait réfléchir sur quelque chose de très profond. Se voir cacher une part de soi. C'est un thème qu'on retrouve énormément dans le développement personnel et que j'ai évoqué dans d'autres podcasts et notamment dans celui-là du lâcher-prise. Parce que finalement, lâcher-prise, c'est aussi accepter totalement être soi, sans masque, et ce qui nous rend vraiment unique, c'est ne pas mettre de côté une partie de soi. Quand on est ou quand on se sent différent, surtout enfant, on vit dans un monde façonné par un monde d'adultes. Des adultes qui vont fixer des règles, poser des attentes et qui parfois oublient eux aussi, autrefois, qu'ils ont été des enfants, qu'ils ont été bridés, contraints de rentrer dans des cases. Et là, on est vraiment dans un véritable cercle qui va se répéter dans des schémas parfois répétitifs. Alors bien sûr, aujourd'hui, certains adultes, que ce soit des parents, des enseignants ou des personnes en lien avec les enfants, essaient de briser un peu ces carcans. Ils essaient de laisser plus de liberté, plus d'expression au niveau de la pensée. Mais malgré tout, la peur reste très présente. Peur que l'enfant ne soit pas accepté, que on ne soit pas accepté, peur qu'il soit différent, trop différent, peur qu'il soit rejeté, marginalisé. Il faut oser le dire, la société elle-même a tendance à marquer la différence, à pointer du doigt cette différence et parfois même à la condamner. Il y a certaines personnes qui viennent
à moi avec cette impression d'avoir abandonné une partie d'elle-même. C'est vraiment un sentiment très fort, comme si on avait laissé en chemin une parcelle de notre identité, de notre authenticité. Et ça, c'est un travail qu'on peut entreprendre, par exemple, avec de l'hypnose quantique. C'est un accompagnement qui permet de retrouver cette part perdue, qui permet de retrouver une authenticité, et bien sûr, ça ne se fait pas en un instant. Selon la problématique ou le blocage de départ, ça peut demander plusieurs séances d'hypnose, mais c'est un vrai cheminement qui permet de lâcher prise, qui permet de se retrouver et qui permet d'aller explorer aussi certaines dimensions de notre inconscient. Alors oui, il est peut-être très compliqué de trouver sa place dans un monde qui ne pense pas comme nous finalement, parce que l'auteur, donc Katia Maury-Evrard, explique très bien cette identité particulière qu'elle devait assumer au quotidien et qui n'était pas la sienne. D'autant plus que souvent, tout notre entourage a lui aussi appris à coller à une attente sociale, à ce qui est considéré comme acceptable. Et nous, adultes, nous passons parfois à côté des mystères, de la beauté ou même des peurs des enfants, simplement parce que nous avons oublié. Nous avons oublié que nous avons, nous aussi, été enfants. Nous avons oublié que nous avons, nous aussi, choisi de ne pas être différents, de ne pas être rejetés. Et ça m'a fait penser à un échange, notamment que j'ai eu avec ma petite fille. Un jour, en me promenant, elle me dit « Tu sais maman, on a appris qu'avant, les hommes, ils pouvaient porter des robes ou des jupes. » Alors je lui réponds « Oui, c'est vrai dans certains pays, ça se fait encore. Par exemple en Écosse, les hommes portent des kilts et c'est une tradition reconnue. » Et là, pour la faire rire, je lui glisse « Tu sais, la légende dit qu'ils n'ont pas de culotte en dessous. » Alors, on a rigolé toutes les deux, puis je lui ai expliqué que chaque pays avait ses propres cultures et que ce qui paraît bizarre ici peut être tout à fait normal ailleurs. Alors elle me répond « Oui, mais maman, c'est quand même bizarre. » Alors bien entendu, j'ai repris la parole et je lui dis oui, c'est bizarre seulement parce que c'est différent de ce que tu connais. Mais imagine si demain tous les hommes portaient une jupe ou une robe, ce ne serait plus bizarre pour personne, ce serait juste normal. Je lui ai aussi rappelé qu'en France, pendant longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de porter un pantalon et que quand la première femme en a mis un, puis la deuxième, puis la troisième, ça a sûrement, sur le coup, paru très étrange, très bizarre, comme elle l'a dit dans son langage, peut-être même choquant, ça on le sait et l'histoire nous le raconte, mais aujourd'hui c'est rentré dans les mœurs. Plus personne ne s'interroge, enfin je l'espère. C'est ça le point vraiment essentiel. Être différent, ça ne veut pas dire être bizarre, ça veut simplement dire qu'on ne correspond pas à la norme du moment. Cette norme, elle peut changer, elle peut évoluer. Et elle change des cassés de personnes osent vivre autrement et pleinement aussi. Alors peut-être que vous aussi, vous vous êtes déjà senti bizarre, isolé, différent dans votre façon d'être, dans votre façon de penser, dans votre manière de vous habiller ou dans votre rapport au monde tout simplement. Moi, je sais que petite fille, c'était souvent le cas et d'ailleurs c'est encore parfois le cas aujourd'hui et régulièrement parce que même si je m'habille pas de façon extravagante, j'ai une manière bien à moi d'associer certains vêtements, j'ai mon identité qui est propre et souvent on aurait tendance à me dire tiens, ça c'est un vêtement qui plairait à Roxane, ça lui irait bien, donc ça m'appartient, c'est mon identité. C'est assez classique, rien de dérangeant, mais ça illustre bien que ma différence crée en fait mon identité. Et c'est exactement ce que j'ai retrouvé dans le parcours de Katia, l'auteur du livre. Doucement, le monde de l'invisible est revenu à elle, comme si ses portes s'étaient rouvertes, toutes seules, et un jour, l'écriture automatique s'est présentée. Alors peut-être que vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que l'écriture automatique ? Donc ça, c'est une pratique qui consiste à laisser venir les mots sans intervention consciente. On se met dans un état de lâcher prise, on prend un papier, un stylo et on laisse tout simplement notre main écrire, comme si quelque chose d'autre passait à travers nous. Beaucoup considèrent que ce sont des messages qui viennent de l'invisible, de nos guides ou des dimensions subtiles.
À ne pas confondre, notamment avec l'écriture intuitive. L'écriture intuitive, c'est légèrement différent. Elle vient de nos ressentis intérieurs, de notre inconscient, de notre sagesse intérieure. C'est une sorte de dialogue entre vous, avec soi-même, mais dans une conscience qui va être élargie. L'écriture automatique, elle va souvent au-delà, comme si c'était une autre source qui s'exprimait à travers nous. On apprend aussi au fil de la lecture, au fil des mots qui sont posés, que l'auteur a perdu 2 êtres chers et elle ressent ce besoin profond de leur parler, de comprendre ce qui s'est passé. Il y a quelque chose en fait qui l'appelle depuis l'invisible. Elle a cette envie de connaissance, de savoir ce qui s'est passé après pour eux. Et je me retrouve beaucoup dans cette démarche. J'ai perdu aussi des personnes, notamment mon frère, des amis, dont la disparition a résonné en moi bien au-delà du simple travail de deuil. Ces pertes ont éveillé à l'intérieur de moi une véritable quête de sens, un travail d'ouverture aussi sur moi-même, de développement, sur mes expériences, sur le monde dans l'ensemble. Et du coup, je me pose cette question perpétuelle qui fait qu'aujourd'hui je suis là à vous parler, à enregistrer ce podcast. Et si tout avait un autre sens, si notre vie était un livre à décoder, finalement un escape game grandeur nature où nous sommes les maîtres du jeu à la mémoire oubliée. Ce qui est fou, c'est de constater à quel point le parcours de Katia Évrard, de sa prise en charge notamment, et même le diagnostic qui lui a été posé, la schizophrénie, me semble vraiment aussi très proche de celui de mon frère. Alors oui, vous allez me dire, c'est normal, il souffrait de la même maladie. Mais c'est vraiment tout un processus, tout un cheminement qui est très similaire. Cette lecture m'a frappée par la similitude, les ressentis, la manière dont chacun tente de naviguer, a tenté de naviguer dans un monde qui ne comprend pas toujours la profondeur de certaines de leurs expériences. Finalement, Katia Évrard a réussi à reprendre son pouvoir face à cet envahissement constant, cet envahissement de son esprit. Je pense et je suppose aussi en lisant qu'elle a compris ou au moins pris en compte que son ego était la principale cible, cet ego qui répond, qui prend peur, qui tente sans cesse de se coller aux attentes de l'extérieur dans une quête d'acceptation, et on en revient à cette normalité, le fait de ne pas coller une étiquette sur nous, le fait de rentrer dans un moule social. Bien sûr, quand on reçoit un diagnostic qui est la schizophrénie, il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte. Je pourrais pas tout vous expliquer parce que j'ai pas été diagnostiquée schizophrène, je l'ai vécu que de l'extérieur à travers mon frère, mais je trouve que l'ego joue un rôle immense. Il occupe une place et c'est justement ce qui rend la gestion de ces situations encore plus déstabilisante. Parce que tant que l'ego cherche à être accepté par le monde extérieur, il va alimenter les peurs et le déséquilibre qu'ils ressentent. Et d'ailleurs, ce lien entre rêve et hallucination a été exploré dans plusieurs recherches fascinantes. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer certains travaux, dont les travaux du neurologue John England Jackson. J'espère que je prononce bien son nom. Ces travaux mettent en évidence une frontière très fine entre les 2 états, montrant que les mécanismes cérébraux en jeu se regroupent en partie. Par exemple, il y a aussi une étude en neurosciences, plus précisément en neuroimagerie, qui indique que les régions activées pendant le rêve, comme le cortex préfrontal et le système limbique, sont également impliquées dans les hallucinations auditives ou visuelles observées dans la schizophrénie. Ce neurologue, M. Jackson, qui était vraiment un pionnier dans la compréhension des maladies neurologiques, soulignait déjà au XIXe siècle cette proximité entre rêve et hallucination. Il écrivait d'ailleurs, et je cite, « Rêver la nuit et raconter ses rêves ne pose aucun problème. Rêver le jour et raconter ses visions, c'est appeler des hallucinations. » Une remarque là qui montre à quel point la frontière entre expérience onirique et expérience psychotique, elle reste extra fine et socialement codifiée. Cette phrase, elle soulève aussi d'autres questions. Qu'est-ce qui fait qu'une expérience intérieure est jugée normale quand elle se produit la nuit, mais elle devient inquiétante quand elle surgit en plein jour? Est-ce la même activité du cerveau, simplement vécue à un autre moment? Ou bien quelque chose de beaucoup plus fort, de quelque chose
De plus, il y a aussi eu des recherches très récentes qui vont dans ce sens et montrant que la frontière, comme je vous l'ai dit, entre les rêves et l'hallucination, et il n'y a pas que ce côté philosophique et métaphorique autour, mais il y a aussi neurologique. On est du côté de la science. En 2024, il y a eu une étude qui a comparé des récits de rêve de personnes atteintes du spectre schizophrénique avec ceux des personnes sans ce diagnostic. Même s'ils n'avaient pas ce diagnostic, il y en a peut-être qui étaient, angoissés, névrosés, mais peu importe, c'était des gens qui n'étaient pas diagnostiqués pathologiquement atteints de quelque chose. Les rêves de ces premiers sont court chez le spectre schizophrénique, mais riche en personnages, en interactions, plus bizarre, si j'ose dire, dans l'espace-temps. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de bizarrerie, de drôlerie dans l'espace et le temps, et ces caractéristiques semblent s'aggraver avec la gravité des symptômes de cette pathologie. Autre exemple qui a été mené donc à Cambridge, elle a montré une variation anatomique dans le cerveau. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le cerveau qu'on appelle un pli, qui est plus précisément la scissure pariéto-singulaire. Elle est liée à une plus forte probabilité d'hallucination. Et quand ce pli est plus court, le risque augmente. Les hallucinations auditives pourraient s'expliquer en partie par des perturbations du mécanisme, un autre mécanisme qu'on appelle corollary discharge, entre les régions motrices et auditives du cerveau. Et ça aussi, ça a été une recherche. C'est ce qui nous permet normalement de marquer intérieurement ce que nous produisons, de différencier ce qu'on génère de ce qui vient de l'extérieur. Donc les rêves et la réalité. Mais qui a décidé un jour que telle perception était réelle et que d'autres étaient délirantes? Sur quels critères on s'appuie vraiment? Il y a un livre de psychiatrie qui relève que si on a tant de symptômes dans les 6 mois en cours, voilà, on peut être diagnostiqué ceci. Je crois que ça s'appelle le DSM-4. Il y en a peut-être eu d'autres. Moi, quand j'ai fait mes études, c'était DSM-4. Donc le contenu, il y a la fréquence, mais il y a aussi la réaction sociale. Ce questionnement rejoint ce qu'on sait aujourd'hui des rêves post-traumatiques ou des états dissociatifs. On a fait une liste, médicalement parlant, de symptômes, et on s'est dit, ça répond à tel critère. On ne s'est pas posé la question autrement. Après un choc, le cerveau peut produire des rêves extrêmement vifs, parfois intrusifs, où l'on revit des scènes comme si elles se déroulaient au présent. Les neurosciences montrent que dans ces moments, l'amygdale, donc qui est la zone de la peur, et l'hippocampe, notre zone de mémoire, elle s'active différemment, ce qui brouille les frontières entre le souvenir, donc entre rêve et réalité. Dans la dissociation, on est dans l'état de traumatisme, souvent observé après un traumatisme, certaines régions impliquées dans la perception du corps et du temps se déconnectent partiellement. Résultat, on peut se voir de l'extérieur, flotter ou vivre une scène comme un film. Et ça, c'est des états que la psychiatrie classe comme symptômes, mais qui dans d'autres cultures sont vraiment intégrés comme des expériences spirituelles ou chamaniques. Donc on se réfère vraiment à une réaction sociétale. Des chercheurs, il y a eu Tania Lecomte, qui est une universitaire, et Anil Seth, qui est aussi un universitaire, soulignent que la différence entre hallucination, rêve et expérience mystique repose souvent davantage sur ce contexte culturel qu'il y a autour et la souffrance vécue que sur un mécanisme cérébral unique finalement. Autrement dit, ce que la médecine occidentale nomme hallucination, ça pourrait être dans un autre cadre un rêve éveillé, une vision, une guidance. C'est la norme sociale qui va décider de l'étiquette. On peut observer aussi un clivage entre rêve nocturne et la vision diurne. Le clivage, c'est vrai, une forme de fragmentation. On sépare, on va compartimenter certaines choses et en réalité, ça appartient à un même champ d'expérience de la conscience. Si plutôt là que d'y voir deux mondes opposés, l'un normal, c'est-à-dire on rêve la nuit, et l'autre pathologique, la vision de jour, on les considérait comme des états modifiés de conscience qui peuvent survenir spontanément. Des états qui se produisent les yeux ouverts, sans perdre totalement contact avec le monde matériel, mais qui traduisent une ouverture ou un glissement vraiment subtil, ou pas parfois, de notre perception habituelle. On peut même rapprocher ça de certains phénomènes connus comme la micro-rêverie ou l'hypnagogie. La micro-rêverie,
c'est des petits moments d'absence, de flottement où l'esprit va décrocher. Quelques secondes, souvent en plein jour, on va garder les yeux ouverts, on est toujours là, mais on se surprend à partir ailleurs, sans l'avoir décidé. Et on a souvent cette phrase, t'es un petit peu dans la lune là. Ça, c'est de la micro-rêverie. L'hypnagogie, elle désigne cet état très particulier qui va précéder l'endormissement. C'est ce passage entre veille et sommeil, où apparaît parfois des images, des sensations, des sons, certaines couleurs, qui semblent déjà être dans le monde des rêves. Mais on n'est pas encore endormi parce qu'on a encore aussi conscience de certains bruits extérieurs. Cette expérience-là, elle montre que notre conscience peut naturellement glisser dans ces deux états intermédiaires sans qu'il y ait forcément une maladie ou une perte totale de contact avec la réalité. Mais alors, qu'est-ce qu'on va rejeter au fond ? Parce que hier, on faisait la chasse aux sorcières. Aujourd'hui, on parle des hallucinés ou des pathologies mentales. Un mot que je trouve d'ailleurs extrêmement négatif parce que halluciner, c'est un mot pour moi que je qualifie de négatif, mais c'est que ma perception. J'ai cette sensation qu'il existe un cycle répétitif. Hier, on a brûlé des sorcières, des guérisseurs, des voyantes aussi, des médiums, parce qu'ils avaient accès à d'autres perceptions, à des savoirs qui ne pouvaient pas être prouvés, validés non scientifiquement, ou qui tout simplement sortaient du cadre qu'on voulait imposer à cette société. Aujourd'hui, certes, on ne brûle plus. On va quelque part, d'une autre manière, à coup de diagnostic, venir mettre de côté des personnes, les enfermer, les hospitaliser. Ne sommes-nous pas face à une confusion entre maladie et non-conformité ? Moi, je me pose la question entre ce qui est perçu comme normal par la majorité de ce qui échappe à nos instruments de mesure, ce qui n'est ni visible ni mesurable devient alors vite suspect, donc on va juger. Ainsi, une transe peut être interprétée comme une crise, une médiumnité comme un délire, un rêve lucide comme un trouble du sommeil, alors qu'il pourrait s'agir d'autre chose tout aussi valable, d'expérimenter la réalité différemment. Dans certaines cultures, ce type de vécu est perçu vraiment comme un chemin initiatique, c'est de bon augure, tout à fait normal, les gens sont glorifiés pour ça, notamment dans la tradition chamanique. Et si l'histoire n'était qu'un cycle qui allait se répéter pour que l'on comprenne quelque chose ? Peut-être que dans 100 ans, on lira certains diagnostics comme des erreurs d'interprétation. Comme nous avons relu aujourd'hui, et comme nous classifions aujourd'hui la chasse aux sorcières comme une aberration de l'histoire. Il manque peut-être une voie intermédiaire, un pont entre la médecine psychiatrique et la voie spirituelle. Il y a quand même de l'espoir, parce qu'il y a quand même des gens qui cherchent à mettre en évidence des liens entre le rêve et la schizophrénie, et ils montrent que ces deux états partagent certains régimes neurochimiques et physiologiques, et que l'état hypnagogique qu'on a vu tout à l'heure, ce moment entre veille-sommeil, suggère une intrusion du rêve dans la vie éveillée. Katia Evrard, dans son livre, nous entraîne justement dans ce décor vraiment onirique à travers des visions qui oscillent entre scénarios d'horreur vraiment intenses, évocations historiques ou univers purement fantasmatiques. Cette idée d'un continuum entre rêve, éveil et conscience, elle n'est pas seulement l'affaire des traditions, on la retrouve aussi dans des dialogues vraiment contemporains, comme un ouvrage où le Dalai Lama échange avec un neuroscientifique. Cet ouvrage s'appelle Dormir, rêver, mourir. C'est sur la nature du sommeil, du rêve et de la conscience. Une façon d'ouvrir un espace de réflexion entre science et spiritualité, entre aussi deux cultures différentes, de réalités différentes, sur ces réalités qui échappent encore à nos catégories habituelles ici. Dans cet ouvrage et dans les échanges qu'ils ont tous les deux, on a les états de sommeil et de veille comme des champs d'exploration de la conscience, on a la manière dont les rêves peuvent être une porte d'accès à des dimensions de l'esprit, tout en restant un phénomène biologique et mesurable, et il y a le rapprochement entre la pratique méditative et l'état modifié de conscience que la science commence à mieux comprendre. L'idée, c'est que les états modifiés de conscience comme sommeil, rêve, méditation, hypnose et d'autres encore qu'on peut trouver sont tous des états de transition qui partagent un processus commun, une dissolution de l'identité ordinaire, ce qu'on appelle le moi. Le moi
est dissolu. Le rêve permet une évolution dans une réalité qui va être plus subtile, plus volatile, souvent comparée à une petite mort, une expérience où notre identité habituelle, elle s'efface temporairement. Et c'est frappant de voir que dans certains tableaux schizophréniques, on trouve ce même phénomène, un sentiment vraiment de morcellement, de fragmentation de l'esprit, une perte des repères identitaires et une temporalité qui va se dilater ou se brouiller, un peu comme dans l'état de dissociation que l'on vit dans le rêve. On ne sait pas exactement où ça se passe, on ne sait pas exactement mettre une date, on ne sait pas exactement quand, ça ressemble à, mais c'est pas exactement ça. Dans le bouddhisme, la schizophrénie peut être vue vraiment symboliquement comme un chemin vers une forme de mort consciente où la personne, elle reste présente mais dans un état permanent de transformation. Alors, on a peut-être des choses encore à apprendre de ce côté-là. La dissociation, quant à elle, c'est un état modifié de conscience forcé par un traumatisme. Du coup, c'est un glissement de conscience, mais elle est non volontaire. Dans cet état, on devient spectateur de soi. On expérimente la dépersonnalisation, la sensation d'irréalité, la déréalisation du coup, une perte de mémoire partielle, voire totale, ou une fragmentation des émotions, des pensées, des perceptions. Tout va se couper, se morceler, et l'état modifié de conscience devient un mécanisme de survie. Il est non choisi, il va envahir la personne, il ne peut pas être contrôlé, c'est difficile de le contrôler, et ça peut se produire aussi dans des tableaux de schizophrénie. Il y a Stanislas Grof qui est un chercheur qui a beaucoup travaillé sur les états non ordinaires de conscience, et ses travaux montrent que ces états, qu'il s'agisse du coup de rêves, de transe, de méditation ou d'expériences psychédéliques, peuvent provoquer une dissociation temporaire du moi, une remise en question des repères habituels et parfois des expériences similaires à celles observées dans certaines formes de schizophrénie ou de dissociation. Il insiste sur le fait que dans ces états, le vécu n'est pas forcément pathologique, donc ce n'est pas forcément la maladie, il peut être aussi transformateur, révélateur d'une expansion de la conscience et d'un accès à des expériences symboliques profondes. Moi, ça me fait penser à la sortie de corps. La sortie de corps se vit dans un état d'endormissement. On sait maintenant aujourd'hui qu'on peut le provoquer. Si on raconte ça, il y a certaines personnes qui vont s'offusquer en disant c'est peut-être pas possible et n'importe quoi, ça, c'est délirant. Mais comme ça se passe durant notre sommeil, oui, t'as rêvé un peu trop fort. Il faut savoir qu'il y a des états modifiés de conscience qu'on peut atteindre pour réintégrer des parties dissociées, ce qu'on appelle en fait des fragments d'âme. Donc ça, c'est vraiment plus spirituel. C'est quelque chose que moi, je pratique, que je propose aussi dans mes séances d'hypnose quantique, où je vous accompagne dans un état modifié de conscience. Mais vous perdez pas pied. Vous savez exactement ce qui se passe. Vous pouvez même revenir à vous-même. Il y a cette autre dimension afin de retrouver des parts de vous-même qui sont dissolues, difficilement accessibles. Pensez à vos rêves. Donc, il faut vraiment le vivre pour comprendre et peut-être même pas le vivre qu'une seule fois. Si on pense aux rêves, comment vous qualifieriez-vous vos rêves ? Parce que scientifiquement, ça a été montré que dans la majorité des cas, le biais est plutôt négatif. Il y a 43% des rêves qui présentent une tonalité négative. Il y a 27% c'est positif et 30% où c'est neutre, on ne sait pas trop où les classer. Donc ça a été vu en 2017. Ce sont des mesures qui sont expérimentales. Mais mettez-vous à la place d'une personne schizophrène dont l'état neurologique est similaire à celle d'un rêve en continu. Elle est potentiellement exposée à un contenu qui est anxiogène, effrayant, hostile, puisqu'il y a 43% des rêves qui ont une tonalité négative. Et l'auteur du livre le souligne par une phrase: nous avons le droit de savoir que tout simplement nous rêvons éveillés et nous pouvons refuser de nous faire abrutir chimiquement. Parce que c'est aussi ce qui se passe. On les shoot, ils peuvent plus rêver, on les met dans un état de somnolence extrême qu'on peut contrôler et canaliser. Cette idée de rêve éveillé et de ne pas se laisser abrutir chimiquement, elle résonne vraiment intensément, pour moi en tout cas, parce que je suis entièrement d'accord avec cette phrase de l'auteur. Je regrette quelque part de ne pas avoir eu accès à tout ce savoir, ou du moins à cette ouverture de l'esprit, du subconscient. J'aurais peut-être vu les choses autrement avant. Ça m'aurait peut-être permis, notamment avec mon frère, de dire écoute, je t'écoute, raconte-moi, mais sache que ta vision, elle n'est pas la mienne. Il y a cette pénétration dans un monde d'informations qui est subtil, dans un rêve éveillé, vraiment intense. Et aujourd'hui, je comprends mieux que
j'ai moi-même aussi vécu une dissociation qui est liée à un trauma et cette dissociation m'a aidée à survivre physiquement, mentalement, émotionnellement. Mais la redescente de cette dissociation a aussi impliqué de mettre de côté certaines choses et notamment mes canaux extrasensoriels. Cette partie de moi qui, enfant, était très vivante à mon sens, mais j'ai dû fragmenter certaines choses et donc fragmenter mon âme. J'y reviens aujourd'hui avec plus de sérénité, j'en suis certaine, et je suis plus maître de ce propre chemin initiatique que je fais en toute conscience et où je ne perds pas pied, ou tout du moins j'essaye. Mais malgré mon évolution, il reste parfois cette impression que c'est pas moi qui ai vécu certaines expériences dans mon corps, dans ma conscience. Donc voilà où je voulais vous emmener aujourd'hui. C'est un livre qui m'a bouleversée, qui a bouleversé ma façon de comprendre la schizophrénie, mon histoire aussi personnelle, et qui reste très intéressant sur ces liens entre éveil, rêve, méditation, en tout cas les états modifiés de conscience. Il montre aussi que ce que la société appelle folie ou hallucination peut être un passage initiatique, un accès à d'autres niveaux de conscience, un apprentissage que l'on explore encore aujourd'hui. Certains passages de ses écrits sont très durs parce que on a accès vraiment à son esprit, enfin ou en tout cas à ce qu'elle en décrit, et que ça a été très dur pour elle, mais qu'elle a réussi à s'en sortir et qu'elle a réussi à aller au-delà de ce diagnostic. Et sincèrement, je pense qu'il y a encore un grand pas à faire pour la médecine psychiatrique, même si je les blâme pas, je pense qu'ils font du mieux, je pense qu'aussi on a été enclavé dans certaines choses de notre histoire qui ne permettent pas l'accès à d'autres chemins, et il est bien aujourd'hui que certains médecins s'intéressent à l'hypnose qui est de plus en plus pratiquée, à des médecins qui aussi ont cette conscience plus personnelle, une conscience plus élargie de certaines choses, de certains mondes, et c'est important. Et je souhaite et j'espère que rapidement il y aura vraiment des prises de conscience au niveau de certaines maladies psychiatriques, peut-être pas tous, ça c'est l'histoire de notre monde aussi, et on ne peut pas tout changer, on ne peut pas tout modifier, on a nos propres expériences personnelles, le monde a ses propres expériences personnelles à vivre. J'espère sincèrement que certaines choses pourront évoluer dans le mieux-être de tout le monde et notamment des gens qui sont atteints de ces pathologies. Je vous laisse sur ces quelques mots, je vous dis à bientôt, j'espère que ce podcast vous aura plu. De toute façon, on se retrouve dans un prochain podcast, je l'espère rapidement. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et vous abonner aussi soit à mon compte Instagram ou encore à ma chaîne pour ne rien manquer des sorties, de ce que je peux vous partager avec envie et passion. Je vous dis à bientôt et profitez de la vie. Et si ce que tu viens d'écouter résonne en toi, c'est qu'il y a quelque chose qui cherche à être entendu, compris ou simplement pris en compte. Une prise de conscience qui demande à revenir à l'état de présence et à être accueilli tout simplement. C'est tout le sens de mon travail, de mon approche psycho-spirituelle et aussi à la fois holistique. Accompagner ces moments où quelque chose s'éclaire et remettre du mouvement à l'intérieur. Mes guidances permettent aussi de réamorcer l'alignement, d'explorer une ligne de vie, non pas figée mais modulable à chaque instant. Au fil des choix, des prises de conscience, si tu ressens l'élan d'explorer plus loin, de vivre une guidance ou un accompagnement avec moi, tu trouveras toutes les informations dans les liens associés à ce podcast. Et si cet espace t'accompagne, tu peux aussi le soutenir en t'abonnant, en laissant une note ou un commentaire. Et d'ici là, prends un instant chaque jour pour te reconnecter à ce qui te fait sourire. Reste bien entendu à l'écoute de ce qui veut émerger en toi et tu es et tu resteras ta propre priorité. Ose briller à chaque moment, c'est ainsi que tu vas t'ouvrir aux autres et t'ouvrir autrement. Incarner la vraie version de toi. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode et de prochains partages.